Quelle que soit la
La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Continuing our coverage here at the Next News Network of the steps to the New World Order, the footsteps of the Antichrist, the incrementalism, and the platforms for the mark of the beast, the UN is mandating universal biometric identification for all of humanity by 2030. Michael Snyder is reporting, now he's from the Economic Collapse blog, a great website. He's reporting, he says, did you know that the United Nations intends to have biometric identification cards in the hands of every single man, woman, and child on the entire planet by the year 2030? And did you know that the central database is in Geneva, Switzerland? It will be collecting data from all of these cards. Previously, he says that he has written about the 17 new global goals that the UN launched at the end of September. And after writing several articles about these new global goals, Michael says, I still don't think that most of my readers really grasp how insidious they actually are. This new agenda truly is a template for a new world order, he says. And if you dig into the subpoints for these new global goals, you find some very alarming things, he says. For example, Goal 16.9 sets the following target. By 2030, provide legal identity for all, including birth registration. The UNHCR will use Accenture's Biometric Identity Management System, or BIMS, for the endeavor. BIMS can be used to collect facial, iris, fingerprint biometric data, and will also be used to provide any refugee with their only form of official documentation. The system will work in conjunction with Accenture's Unique Identity Service Platform, or UISP, to send this information back to the central database in Geneva. Snyder continues, of course, all of this is being framed as a humanitarian venture at this point, but will it always stay that way, he asks.
To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'1 an ou 2, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Alors Lucien Cerise, bonsoir. Bonsoir. Donc on est ici à une soirée Implant Party. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le thème de la soirée? Alors, il va y avoir une conférence, si j'ai bien compris, et qui sera suivie par une séance d'implantation, enfin de puçage en fait, de puçage du bétail. Donc en fait, le but c'est de faciliter le puçage de la population, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est de la technologie NFC, c'est-à-dire Near Field Communication, c'est-à-dire que c'est comme par exemple les passes Navigo. Hein, ça va bientôt commencer. Okay, I'll just share my thought really quickly. I think we've never understood a lot of things around us, right? I mean, people who, in the Stone Age, who planted the seeds, did they really understand the chemistry of the biochemistry, what's taking place in the seed that grows? I mean, to use things effectively does not always require the absolute full understanding of what's going on underneath.
I mean, we're used to dealing with things on much higher levels. So I think it's a little bit too much to ask for this full understanding of technology. Here we go. Here it's done. Big applause. And as we like to say in these contexts, I mean, congratulations to being upgraded. Pour l'instant, les gens le mettent surtout là parce que c'est vrai que c'est assez pratique pour pouvoir badger. Par exemple, si tu peux cloner ton badge de café, par exemple, de machine à café, pardon, c'est plutôt cool. Après, on pourrait le poser là, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. J'ai tendance à déconseiller là parce que, comme je disais la première tout à l'heure, s'il y a une scanner et que tu fais ça sur une table, tu as un risque potentiel de briser la capsule en verre. Ouais. Alors Guillaume, pourquoi tu fais ça? En fait, c'est un peu par curiosité. Je suis assez impressionné par tous les débats qui en ce moment sur l'homme augmenté, l'homme upgradé, avec effectivement peut-être des craintes. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a des craintes, mais en même temps un champ des possibles assez fort. Donc honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, mais on va le faire et on va voir ce à quoi ça peut servir. En tout cas, les personnes ont l'air très compétentes et puis le débat avant est intéressant. C'était très intéressant. Tu penses que la prochaine étape, ce serait de devenir cyborg? Ouais, alors, en fait, je me posais souvent cette question et on m'a dit qu'à partir du moment où on est vacciné, c'est-à-dire qu'on a un corps étranger dans le corps, on est déjà un cyborg. Donc je suis déjà un cyborg. En fait, avec la puce, tu vas pouvoir un minimum la contrôler, mais c'est surtout la puce qui va donner des ordres. Enfin, pas forcément donner des ordres, mais en tout cas t'aider à communiquer mieux avec différents devices, comme on disait, que ce soit un téléphone portable, que ce soit une porte. En fait, avec la puce, tu vas pouvoir un minimum la contrôler, mais c'est surtout la puce qui va donner des ordres. Surtout la puce qui va donner des ordres si tu peux faire cloner ton badge d'accès. Il y a un truc, par exemple, moi je suis vachement tête en l'air, je perds tout le temps mes clés, mes badges et tout. Si au moins ça peut m'aider là-dessus, ça serait déjà pas mal. Lucien, on vient de sortir donc de cette conférence, on a vu des gens se faire implanter. Quel bilan on peut en tirer? Le plan marketing est bien rodé, puisque en réalité c'est une soirée de Google. C'est-à-dire que le monsieur suédois Hannes, dont j'ai oublié le nom, appartient à la Singularity University, qui est en fait une sorte de think tank dirigé par Ray Kurzweil, qui est l'un des papes du transhumanisme et qui est aussi maintenant un des principaux actionnaires, si je me souviens bien, de Google. Tout simplement. Et donc en fait, on voit donc un conglomérat donc Google, transhumanisme donc avec des ramifications vers le puçage du bétail humain, dont on a vu en fait une soirée promotionnelle ce soir. Est-ce que tu peux nous dire exactement quel est l'intérêt pour Google de vouloir pucer comme ça les êtres humains? C'est ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire en fait l'accumulation d'informations sur la population, ce qui permet effectivement ensuite de mettre en place une dictature cybernétique complète, puisque on pourra tracer les êtres. Alors aujourd'hui, les applications, ce sont par exemple le pass Navigo pour la RATP à Paris, des passes pour des bâtiments sécurisés, mais aussi des certificats d'authenticité. Disons, un des scénarios, c'est deux villes, deux capitales, deux États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Qui sont insérés dans des produits de luxe, ou alors des étiquettes intelligentes utilisées pour la traçabilité des stocks dans les produits de grande consommation dans les supermarchés. Ce sont, si j'ose dire, des applications encore assez simples, assez bienveillantes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Donc, tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks
de façon à ce qu'on ait des stocks minimaux. Faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production. Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité des Les réductions des coûts produits sont considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Dans 10 ans, quand un bébé viendra au monde, on lui implantera une puce et vous aurez toutes ces données sur la puce. Donc, si vous perdez votre bébé ou que quelqu'un le trouve, il va à l'hôpital, ils pourront scanner le bébé et obtenir tous les détails sur lui. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école. À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Les créateurs de cette puce minuscule à implanter dans l'être humain ont ici pignon sur rue en Floride. Ils ont accepté de nous rencontrer. La société Verichip. Dès l'entrée dans le bâtiment, notre attention est attirée par le logo de la compagnie, un cercle fendu d'une puce électronique qui ressemble à un œil braqué dans notre direction. Chez Verichip, les membres du personnel sont implantés, à commencer par le patron, Bill. Bill, vous avez une puce également. Oui, elle est juste ici à l'arrière de mon bras. Vous entendez ce bip? Un petit bip, et voici la fiche personnelle de Bill qui apparaît sur cet écran. Elle sort tout droit de la base de données médicale des êtres humains que gère cette société privée. Les employés Verichip ont également une puce RFID dans le bras. Enfin, à quelques exceptions près. Alison, vous avez une puce également dans votre corps? Non. Pourquoi pas? La plupart des gens ont une puce ici. Oh, c'est une démarche volontaire. Heureusement, je ne suis pas ce qu'on appelle un patient à haut risque et en plus, je suis enceinte et le système n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Verichip nous a accueillis dans cette petite salle de réunion, mais filmer un implant nous a été refusé, tout comme visiter les hôpitaux partenaires du programme Verimed. Pour seules images, cette poignée de puces désactivée et des réponses prudentes à nos questions, notamment sur le prix d'une petite puce telle que celle-là, on la sait peu onéreuse aux alentours d'1 €, mais Verichip ne semble pas vraiment bon marché. Et combien ça vous coûte? Ça, c'est une information privée, je ne peux pas vous répondre. Et pour avoir une échelle, c'est autour de combien? 10 $, 1 $? Eh bien, c'est moins que 150 $, ce qui est le prix que nous facturons, et c'est plus que zéro, car comme vous voyez, la puce renferme des éléments manufacturés et technologiques. Donc, je pense que c'est tout ce que je vous dirai à ce propos. La société Verichip a multiplié par 60 son chiffre d'affaires depuis sa création il y a 5 ans. Le business de la puce implantée est florissant sans conteste. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips.
And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what Everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intention. They do whatever they want to do. What we want doesn't matter anymore. It's their agenda, it's their plans that matter. They have all the money they want, they can make all the money they want. They have a machine that can make all the money. It's not about money. It's about control. It's about their vision of how they want to see the world. You hear George Bush saying democracy means freedom. No, democracy equals New World Order. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Comment fonctionne cette secte? On approche les gens qui ont de la puissance. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille. On reste dans le troupeau. Alors à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter. Du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un membre propice. On ne peut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il a assisté. Donc on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à cette activité. On invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'enferme, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du membre et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite on passe à des choses de plus en plus sérieuses, et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe, et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain. Les francs-maçons se permettent d'avoir une vie très libre, aussi bien dans le couple qu'en dehors du couple. Et ils encouragent toutes sortes de comportements comme le divorce. Ils ont soutenu les lois sur le divorce, sur la contraception, sur l'IVG, sur le Pax. Maintenant, ça va être sur les drogues, ça va être sur l'euthanasie. Vous voyez, il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir. Et je pense que c'est une dégénérescence ou une décadence de nos sociétés qui est très très importante. Vous voulez dire qu'il y a une décadence aujourd'hui, elle est du fait des lumières. Disons de façon plus générale, ce sont les lumières. Les lumières, qu'est-ce que c'est? Alors là, je peux le définir très facilement, enfin, à mon sens, c'est Rousseau. C'est d'une simplicité biblique, vous allez voir. Ce n'est pas autre chose que si vous voulez, la réédition du péché originel. La conscience n'est pas un absolu, comme le croient les Lumières, vous voyez, ils mettent la liberté avant la vérité. Et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Quand on voit qu'actuellement il y a une recrudescence incroyable de la violence sexuelle, que ce soit sur les enfants ou sur les femmes, quand on voit cette violence sexuelle, alors que depuis 30 ans, on nous donne de la liberté sexuelle. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Donc voilà des gens qui en effet après sont complètement débridés, imbus de leur pouvoir, et qui sont amenés, en s'encourageant les uns les autres, à aller toujours plus loin dans l'horreur. Les autels de ces temples
sont consacrés au culte de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Il n'y a pas d'égalité même entre maçons, puisque celui qui est au 33e grade, il sait beaucoup plus de choses que celui qui est compagnon ou qui est apprenti. Et on ne lui donnera pas cette connaissance s'il ne franchit pas les étapes initiatiques et s'il ne montre pas patte blanche. Le franc-maçon ne considère pas qu'il est égal à un profane qui, lui, n'est jamais rentré dans une loge. Donc pas d'égalité, en fait, dans la réalité. Idem pour la fraternité. La fraternité joue bien entre francs-maçons, ils cèdent. D'ailleurs, un des principes secondaires, c'est la solidarité. Mais bon, les œuvres caritatives des francs-maçons sont très réduites et elles se limitent à des œuvres internes, c'est-à-dire, par exemple, des œuvres pour les veuves de francs-maçons ou pour les orphelins de francs-maçons. Mais à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques œuvres en Afrique, mais en général, c'est pour aider des loges maçonniques en Afrique et malheureusement, il y en a beaucoup aussi. Voilà 3 mots que je voudrais que vous connaissiez. Liberté, fraternité, égalité. Ce sont les thèmes, les mots-clés de la franc-maçonnerie internationale. Ce sont par ces mots qu'eut lieu le rassemblement de la Révolution française. Donc il y a plein d'affaires ces derniers temps, et il y en a de plus en plus, il y en aura toujours plus, je crois, hein, malheureusement, qui ont permis au grand public d'avoir quelques lumières, quelques fugitives lumières sur ce qui se passait vraiment. Je pense à toutes ces disparitions de gens, à toutes ces disparitions d'enfants. Je pense au suicide fort opportun du gendarme Jean-Bert, de 2 balles différentes. Il faut vraiment se haïr pour se suicider de 2 balles différentes, à la veille où sa quête allait pourtant connaître un aboutissement, puisqu'il devait aller voir le procureur pour lui raconter ce qu'il avait découvert sur les disparus de Lyon. Je pense en Belgique à l'affaire du Trou, dans lequel il y avait des collaborations, des implications qui remontaient jusqu'au plus haut niveau de l'État. Je pense à un plus petit niveau au muselage d'une association antipédophile par le juge d'instruction que notre père nous affichait aux fesses et qui était un ami à lui. Il y a plein d'autres affaires. Bon, par exemple, figurez-vous qu'il y a un policier français qui est à l'heure actuelle en fuite sur le territoire britannique avec son arme de service, ce qu'on n'a pas manqué de souligner, parce qu'il semble qu'il a découvert des choses que l'on souhaite cacher à propos de la disparition de la petite Estelle Mouzin. Alors bien entendu, on a essayé de faire passer ce bonhomme pour fou, et il a préféré s'enfuir en Angleterre parce qu'il avait peur, à mon avis à juste titre, qu'on l'assassine. Et d'ailleurs, dans son enquête, il s'est heurté à des documents classés secret défense. Alors j'aimerais bien savoir en quoi la disparition d'une petite fille intéresse la défense nationale. Alors comme j'ai mauvais esprit, je me dis qu'on classe des documents secret défense simplement pour ne pas qu'on découvre la vérité. La vérité étant, vous savez, j'ai très mauvais esprit, que cette petite a été la proie d'un de ces groupes. Donc voilà, c'est le réseau, bien entendu, qu'entre magistrats et entre policiers, même si tous les magistrats, même si tous les policiers n'appartiennent pas à ce groupe, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient bien placés, bien entendu, pour dévier une enquête, et toujours nettoyer les preuves, et s'assurer que l'on ne remonte jamais jusqu'aux loups qui nous gouvernent. Nous sommes des moutons gouvernés par un troupeau de loups. Est-ce qu'il vous a parlé de sacrifices humains ou de rituels sataniques ou d'autres choses? Il nous a parlé effectivement de rites et comme je vous le disais, de cette philosophie qui n'est pas sans rappeler certains rituels. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait assisté à des sacrifices humains? Notre père était un membre de ce groupe et avait assisté effectivement à ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle il était à ce point-là terrifié et qu'il se sentait menacé dans sa vie. Parce qu'il savait beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de gens qui participaient à ce genre de soirée et qu'il avait notamment de nombreux éléments à ce sujet. Er sagte, ich habe es satt, zu Papa gehen zu müssen. Ich will nicht mehr zu ihm. Er ist böse. Als ich von Robert das Wort böse hörte, dachte ich erst, sein Vater behandle ihn schlecht. Was ganz schlimm und nicht mehr zu ihm. Er ist böse. Als ich von Robert das Wort böse hörte, dachte ich erst, sein Vater behandle ihn schlecht. Was ganz schlimm und unglaublich an der Geschichte ist, er erzählte auch von Abenden, an denen sich Erwachsene trafen, die sich verkleiden. Mit Mänteln und mit Masken. Und was mich an seinen Worten besonders schockierte, der Kleine sagte, Papa hat sich verkleidet, aber ich habe sofort seine Stimme erkannt. Und Robert sprach auch von Tieropfern, aber auch von Kindern.
Er hat sehr viele Dinge mimisch dargestellt. Er hat gesagt, es wurden Kinder geopfert. Er hat nicht die Worte Kinder geopfert benutzt. Er sagte, sie haben ihr Blut tropfen lassen und sie beerdigt. Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31, 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait? C'est-à-dire... Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir. Parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et donc, nous aurons avec le président Barroso à construire une feuille de route pour le mois de décembre pour voir comment on apporte une réponse à la question irlandaise. Et avant de quitter la présidence du Conseil, proposer cette feuille de route et d'indiquer consensuellement les voies et les moyens pour s'en sortir. Je veux d'ailleurs dire une dernière chose, c'est qu'il n'est pas possible que la zone euro continue sans un gouvernement économique clairement identifié. On ne peut plus continuer comme ça. Je veux rendre hommage à l'action de la BCE. Je veux dire ma conviction que la BCE doit être indépendante, mais pour que l'action de la BCE trouve toute sa pleine mesure, elle doit pouvoir discuter avec un gouvernement économique. C'était ça l'esprit du traité. L'esprit du traité, c'est le dialogue, la démocratie et l'indépendance réciproque. Franchement, on fait une monnaie, on se dote d'une banque centrale, on a une politique monétaire unique et on n'a pas un gouvernement économique digne de ce nom.
si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Temps de construire un nouvel ordre mondial. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Question d'un internaute, vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti socialiste. Vous avez parlé, enfin vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Enfin, je crois que c'est un petit peu la même chose. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc, l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Il faut que le nouveau système monétaire international prévoit des marges de fluctuation entre les principales monnaies. Sinon, on va être dans une période où chacun voudra avoir un avantage pour se protéger, un avantage monétaire, pour faire dévaluer sa devise. Deuxièmement, il faut qu'on ait un ordre financier. Je crois que maintenant, beaucoup d'idées sont arrivées à leur terme. Avant, on disait, voilà, avant, quand on parlait du contrôle par les agences de notation, beaucoup disaient mais qu'est-ce que ça va être, une ingérence dans la vie des entreprises. Aujourd'hui, tout le monde le demande. Les normes comptables aussi. Et puis les hautes rémunérations. Alors on dit c'est simplement pour les parachutes dorés. Mais enfin, en Allemagne, et je pense qu'il faudrait reprendre cette proposition, les hautes rémunérations sont plafonnées. Et il y a enfin le souci d'avoir aujourd'hui des instruments financiers qui soient supprimés ou corrigés, ce qu'on appelle les ventes à terme. Et puis dernier point, les paradis fiscaux, ça fait quand même des années dont on parle pour essayer de corriger leurs excès, enfin plus exactement leur accueil bien trop hospitalier à des fonds spéculatifs. Ben maintenant, il faut le faire.
Just frickin' play this play. Don't worry about to the good Lord and my dad who was with me tonight. Next play. Just frickin' play this play. Don't worry about. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Oh, and just like that, we lost him. Does it work? Yep. Wow. First off, to all my fans, you got to say, go Dogs. And then second, I got to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. This day means so much more than putting on this green jacket in many ways. All right, so a technical glitch there from Augusta National, but we will bring you much more of Bubba Watson, obviously an emotional scene. And we saw it, Max, not only after he won the championship and hugging his very close in a major once before. He finished second at Whistling Straits later in his career. And if you have some friends from you.